la table a changé, enfin la table est restée la même, mais mes hôtes ont changé. Ce ne sont plus presque des professionnels du commerce équitable, mais au contraire, eh bien, des citoyens, consommateurs, comme vous et moi, et qui ont accepté. Je pense qu'il y en aura d'autres dans le public qui accepteront aussi de porter témoignage. Eh bien, ma question là, elle est simple. Et alors, vous, de votre côté, en tant que citoyen, est-ce que vous achetez équitable d'abord? Alors, vous sachant ici, j'ai pas trop de doutes sur la réponse, mais peut-être que chacun le vit aussi à sa façon. Est-ce que vous achetez équitable et quel est le sens pour vous de cette démarche? Est-ce que vous vivez uniquement en achetant que ce qui est dans la case à palabre? Est-ce qu'il vous arrive d'acheter ailleurs? Enfin voilà, je ne sais pas. Peut-être vous pouvez nous dire aussi simplement ou rapidement qui vous êtes et puis donc comment utilisez-vous ce commerce équitable? Oui, mais je suis heureuse d'être à la Case à Palabre parce que c'est vraiment un lieu extraordinaire pour réfléchir. Et en tant que consommatrice, comme tu disais, comme vous et moi, euh, c'est un lieu qui m'a permis de consommer un petit peu autrement, dans le sens de réfléchir à quand j'achète, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé avant. Voilà. Alors bien évidemment, je ne peux pas nourrir toute ma famille avec ce que je trouve à la Casa Palabre. Mais malgré tout, depuis 1 an et demi que ce lieu existe sur Salon, j'ai progressé, disons, dans ma démarche pour parvenir à manger autrement, on va dire, autour de notre table. Et au fur et à mesure de notre réflexion, on va dire, on a trouvé autre chose. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que consommer autrement, donc c'est les adultes là dans la famille qui ont un petit peu choisi d'engager cette démarche, mais je crois que c'est peut-être très idéal ce que je vais dire, mais que c'est une façon aussi d'éduquer et de faire grandir nos enfants et de réfléchir pour l'avenir. Donc vous rejoignez alors très fort la démarche qui était expliquée tout à l'heure hein, par les producteurs enfin, ou la PAS, que c'est bien sûr acheté, mais que c'est aussi profondément une démarche, enfin j'allais dire de vie, mais un engagement, une responsabilité, et que finalement vous trouvez aussi ça ici, si j'ai bien compris, puisque vous parlez de réflexion, hein, c'est ça? Très bien. Vous-même, c'est un petit peu la même démarche ou bien comment vous pouvez nous expliquer, vous et le commerce équitable? C'est un petit peu la même démarche avec, c'est vrai, c'est une réflexion que j'ai depuis longtemps, touchée par ce qui se passait au niveau de la production d'arachides, où j'étais scandalisée de voir que la production d'arachides était achetée très peu cher dans les pays du tiers-monde et revendue avec une marge bénéficiaire pour ces gens-là qui était vraiment dérisoire et qui les maintenait dans une pauvreté scandaleuse. Et c'est vrai que depuis très longtemps, c'est quelque chose qui me pose question avec cette notion de justice, comment on peut acheter de manière plus juste pour que ces gens-là puissent vivre décemment de leurs produits. Alors, la Casa Paladre est un lieu de convivialité où on peut discuter, on peut échanger et on peut réfléchir. Et en plus, c'est pour moi un lieu où je peux emmener les enfants et amener à réfléchir comment on peut consommer autrement, comment on peut acheter plus juste et comment on peut répartir un peu les richesses. Alors, je vais donner un exemple tout simple. Par exemple, à la Casa Palabre, il y a du coca équitable, le Buck Cola. Et alors, depuis que l'on a goûté au Buck Cola, les enfants ont trouvé qu'il était moins sucré. C'est déjà pas mal, maman aussi. Et surtout, que le Buck Cola permettait une réflexion. Qu'est-ce que c'était que le Coca-Cola? Pourquoi le Buck Cola? Et qu'est-ce que ça engendrait comme démarche? Et je trouvais que pour les enfants, c'était intéressant à travers un produit de grande consommation, eh bien, d'avoir cette démarche et de pouvoir en discuter voilà, sur. Alors après, bon, ça touche aussi d'autres produits comme le café, comme le sucre, le sucre est quand même aussi sur le marché international quelque chose d'important et qui pareil que l'arachide, il y a des marges bénéficiaires énormes sur certaines multinationales et très peu pour les gens qui travaillent. Donc voilà. Donc c'est quelques produits que j'achète à la Casa Palabre. J'achète pas tout
parce que je ne peux pas tout acheter à la Casa Palabre. Mais j'essaye, avec les enfants, et puis même pour moi, de voir comment on peut nourrir une réflexion et comment on peut acheter plus juste. Mais bon, le commerce équitable, ce n'est pas aussi que la Casa Palabre. C'est aussi d'autres manières d'acheter, c'est-à-dire le commerce de proximité. Pour moi, ça, c'est important. Alors, je déborde peut-être un petit peu. Alors, je repasse la... Non, merci. Non, au contraire, c'est très bien. Mais on verra peut-être aussi, justement, cet aspect-là dans un deuxième temps. Je retiens quand même, alors fortement, pour moi, c'est presque une surprise, mais bon, c'est bien. Je crois que je suis là. Nous sommes là aussi pour ça. Moi, j'entends de votre part, certes, il y a les produits, mais en fait, c'est bien plus. C'est tout un environnement, une réflexion, une éducation, donc presque une qualité de vie et de responsabilité qui vous est ici proposée. Et je trouve, oui, que c'est intéressant, quoi. Hein, et, bon, alors, mais ce que vous commencez à dire sur, justement, les commerces de proximité me semble aussi très intéressant. Et après une petite pause, on va essayer d'y revenir ensemble. Je voyais là notamment des produits, je crois, de pas très loin. Alors, la farine, par exemple. Bon, et puis vous nous parlerez peut-être d'autre chose qui nous fait aussi prendre un peu de distance avec seulement cette démarche dont on parlait tout à l'heure, qui serait le commerce équitable limité aux échanges nord-sud, hein, comme si certains devaient être condamnés ici à être toujours pauvres et d'autres toujours riches. Mais pour alimenter aussi un peu notre réflexion, nous vous proposons un interview rapide. Vous savez peut-être que Noël Mamère a participé à l'élaboration et à la confection d'un film autour du commerce équitable. Il est venu le présenter à Salon il y a peu de temps et nous voudrions ensemble visionner les quelques mots qu'il avait pu nous dire à l'époque quand il a été interviewé. Merci d'être si nombreux. C'est sympa quand je viens parce que ça vous évite de rester en cours, comme ça c'est plus sympa. Donc vous pouvez aussi me remercier. Mais ce que vous allez voir, c'est pas... ça peut être considéré comme un cours. Donc l'idée, c'est de vous faire comprendre ce qu'est le commerce équitable, c'est-à-dire que c'est d'abord du commerce et que ce n'est pas de la charité, que ce n'est pas de la compassion envers les petits agriculteurs des pays pauvres, et que c'est une manière de contribuer à rétablir, à améliorer la justice entre les pays riches et les pays pauvres. Compte tenu qu'aujourd'hui, il faut savoir que 80% des ressources de notre planète sont consommées par 20% des habitants de cette planète dite bleue et qui est bien malade aujourd'hui. Donc le commerce équitable, c'est une petite goutte d'eau dans l'océan de la mondialisation libérale. C'est une petite goutte d'eau pour résister à cette espèce de rouleau compresseur, puisque le commerce équitable aujourd'hui, enfin pour l'instant, ne représente que 0,01% du commerce mondial. Vous avez d'ailleurs des militants qui, depuis de longues années, travaillent à établir cette plus grande justice entre les pays riches et les pays pauvres. Ils sont dans l'Atrium, dans la salle qui est à côté de vous. Ce sont des militants d'artisans du monde et d'autres associations, y compris aujourd'hui des associations qui organisent des voyages touristiques vers le Niger ou la Mauritanie, mais pas du tout comme s'il s'agissait d'aller voir des indigènes, comme s'il s'agissait d'aller voir des ponts sauvages, mais en établissant des relations équitables, c'est-à-dire respectueuses entre nos deux communautés. Un grain d'équité, est-ce donner raison à un certain nombre de détracteurs du commerce équitable qui auraient tendance à dire que c'est pas vraiment du commerce équitable, c'est vraiment pas grand-chose, rien du tout sur l'ensemble des activités commerciales? Là où ils ont raison, c'est sur le fait que le commerce équitable n'est que une toute petite part du commerce mondial. Oui. 0,01%.
Mais le commerce équitable est équitable. Alors il y a des critiques sur certaines organisations, je pense notamment à tout ce qui est dit sur Max Havelaar. Mais moi je ne suis pas là pour entretenir la polémique. Elle est d'ailleurs présentée dans le film Un grain d'équité, entre une version plutôt, non pas intégriste, mais une version plutôt radicale qui est interprétée par Andine, et avec Michel Besson que nous avons suivi en Colombie, et puis la version qui est plus proche de l'adaptation au marché, qui est celle de Max Havelaar. Moi par exemple, je ne suis pas d'accord avec le fait que le commerce équitable, que les produits du commerce équitable puissent être vendus dans Monoprix ou Leclerc, parce que je pense que pour ces grandes organisations, ces grands distributeurs qui sont en situation de monopole, c'est une manière de se donner bonne conscience. Oui. Et ils ont 48 000 références, ils vont en avoir 10 de commerce équitable, et avec 10 références de commerce équitable, ils vont faire croire qu'ils sont parfaits sur l'ensemble de leurs produits, ce qui ne me semble pas juste. Donc le commerce équitable, il faut l'encourager, il faut suivre le produit du début jusqu'à la fin. C'est ce que nous avons fait avec le grain de café. Et la filière. L'idée, c'est de suivre la filière et de voir qu'à chaque étape de la filière, on respecte les principes de l'équité. Que ce sont toujours ceux qui sont déjà victimes d'injustice sociale qui sont les premières victimes d'injustice environnementale. Ce ne sont pas les riches qui habitent sous les avions qui atterrissent, ce ne sont pas les riches qui habitent au bord des périphériques, ce ne sont pas les riches qui habitent dans des cités où il y a plus de bruit dedans que dehors, et ce ne sont pas les enfants de riches qui sont atteints de saturnisme, cette maladie que l'on contracte avec des peintures au plomb qui datent d'avant 1948 dans un logement insalubre. Si l'on veut lutter contre les inégalités entre le monde riche et le monde du Sud, ça demande une implication citoyenne, mais ça demande aussi et avant tout une implication des gouvernements. Et donc ne pas aller contribuer comme on le voit aujourd'hui. Il y a des sociétés françaises qui sont en train de dévaster des forêts primaires d'Afrique ou des forêts amazoniennes. Il y a des sociétés pétrolières qui acceptent que l'on fasse travailler des enfants, comme par exemple en Birmanie. Il y a comme ça des quantités de choses où nous contribuons et nous participons à ce nouvel esclavage moderne d'une certaine manière, et où nous participons aussi par exemple les exportations les subventions européennes qui sont données au coton, aux producteurs de coton, comme les subventions américaines. Elles sont en train de tuer les petits producteurs de coton du Mali et des pays africains. Et quand on ajoute à ça l'introduction des OGM, comme cela est présent dans le film que j'ai fait sur le coton, on se dit que nos sociétés modernes, nos sociétés riches, sont aussi celles qui apportent leur propre mort à ceux qu'ils prétendent défendre.